Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici. Je suis content parce que Décroissance Val-David, j'étais venu il y a 1 an pour une conférence de Stéphane Chalmot, il me semble, sur la décroissance. Puis j'avais trouvé ça fantastique, non seulement la conférence elle-même, mais l'idée qu'il existe un groupe comme Décroissance Val-David. Je me disais, mon Dieu, il devrait y avoir des décroissances. Tous les villages du Québec devraient avoir leur groupe qui s'occupe de ce genre de questions-là. Donc, Décroissance Saint-Césaire, Décroissance Saint-Jean-sur-Richelieu, et ainsi de suite. Donc, bravo pour cette initiative que je trouve fantastique, d'avoir l'occasion de venir voir des gens aujourd'hui pour parler donc de la pensée de quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Murray Bookchin, qui est un penseur écologiste, anarchiste. On verra que c'est un peu compliqué, mais disons anarchiste écologiste américain, qui était basé au Vermont, donc pas très loin d'ici. Le Vermont, c'est un petit peu au sud de nous. Il est décédé aujourd'hui, malheureusement, Bookchin. Il est mort dans les années 2000. Mais ses idées, je dirais, connaissent un regain d'intérêt aujourd'hui. C'est sûr, quand il est décédé, il était un petit peu oublié. Mais là, ça revient très à la mode actuellement parce que, bien évidemment, plus ça va mal dans la société avec la question de l'écologie, avec la question aussi de la perte de la démocratie. On a une société où la démocratie est en train d'être réduite de plus en plus par des mesures néo-autoritaires, que ce soit ici avec la centralisation en santé, en éducation, ou que ce soit en France avec la question des retraites. On a vu que de plus en plus la démocratie est en péril. Donc, le besoin de penser, ce serait quoi une société démocratique, une société écologique? Bookchin, c'est quelqu'un qui peut nous aider avec ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour sa pensée. C'est pour ça qu'on s'est mis à retraduire beaucoup de ses ouvrages là, en France. Alors, j'en ai apporté quelques-uns. Vous pourrez venir voir à la fin si vous voulez voir les livres de Bookchin qui ont inspiré ma présentation aujourd'hui, notamment celui de Vincent Gerber qui s'appelle « Murray Bookchin et l'écologie sociale ». Donc voilà, je vais vous expliquer c'est qui Bookchin puis pourquoi ça m'apparaît important. Ça ne veut pas dire que Bookchin, il faut être d'accord avec tout, là. Mais la question, c'est comment est-ce qu'il peut nous inspirer pour ce serait quoi un projet politique aujourd'hui? Parce que tout le monde sait que ça va mal. La grosse question qu'on a tout le temps, c'est OK, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, avant, c'était assez facile. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était le modèle marxiste, le modèle socialiste. C'est quoi le modèle socialiste? Bien, vous lisez un livre de Karl Marx. Après ça, vous vous réunissez avec quelques ouvriers dans une usine, puis vous faites la révolution. Puis vous aboutissez à une société communiste. C'est terminé. C'est la recette qu'on a vue en URSS, c'est la recette qu'on a vue à Cuba, en Chine, et on sait que c'est une recette qui n'a pas très bien marché parce que ça a donné des sociétés qui étaient des dictatures. Donc, le logiciel marxiste, on ne peut certainement pas le réutiliser tel quel sans le changer. Donc, on a besoin d'autres alternatives qui ne sont pas nécessairement celles-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas rien nous apprendre. Moi, je suis un grand fan de Karl Marx quand même, mais je pense qu'on ne peut pas juste répéter la recette qui était au 20e siècle. La recette pour changer le monde, ça ne peut pas être simplement le modèle communiste. Alors aujourd'hui, il y a d'autres alternatives. Il y a des gens qui pensent que la solution, c'est par exemple de changer le système de l'intérieur. Il va falloir se présenter aux élections pour avoir des députés à Québec, par exemple en Québec solidaire. J'ai beaucoup d'amis là-dedans. J'ai rien contre ça. C'est très louable. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Il y a d'autres personnes qui pensent que la solution, c'est de créer ce qu'on appelle des ZAD, des zones à défendre. Donc, on a ça, par exemple, en France, en Espagne. Par exemple, au Québec, la Pointe-Saint-Charles, il y a le bâtiment 7, qui est un centre social autogéré. Donc, ça, c'est la solution anarchiste classique, c'est-à-dire on va se regrouper autour d'un lieu ou d'un territoire, et puis on va le défendre au niveau local. Bon, c'est intéressant, encore une fois, c'est très intéressant, mais est-ce que ça suffit? Je ne crois pas. Donc, tout ça pour dire que Bookchin, lui, en a un projet politique qui n'est pas juste un projet pour le local, qui est un projet général. Ça s'appelle le municipalisme libertaire. À la fin de sa vie, il appelait plutôt ça le communalisme. Et la question, donc, c'est quoi ce projet-là et comment ça peut nous aider aujourd'hui? Bon. Alors, le point de départ, c'est qu'on doit réaliser qu'aujourd'hui, on ne vit pas en démocratie. C'est sûr qu'on dit qu'on vit dans des démocraties, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si on regarde l'histoire de la philosophie politique, on vit plutôt dans des régimes qu'on appelle oligarchiques. Alors, qu'est-ce que c'est une oligarchie? On l'admet en Russie, on parle des oligarques russes. Il y a des oligarques ici aussi. Alors, c'est quoi les oligarchies? C'est le gouvernement d'un petit nombre de gens. Et généralement, ce sont des oligarchies plutocratiques. Ça veut dire plutos, ça c'est l'argent, kraten, c'est le pouvoir. Donc, oligarchie plutocratique, ça veut dire qu'on est gouverné par une poignée de gens qui détiennent de l'argent. Donc, dans notre société, il y a des sociétés dans l'histoire où pour gouverner, il fallait être un grand guerrier, par exemple.
C'est pas ça aujourd'hui. François Legault, c'est pas un grand guerrier. Justin Trudeau, c'est pas un grand guerrier. Donc, c'est pas une société timocratique où on valorise le courage du guerrier. Hein? C'est une société oligarchique où, pour gouverner, il faut soit avoir de l'argent ou en tout cas être ami avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Et on va gouverner pour défendre la propriété privée, pour permettre aux riches d'accumuler davantage d'argent. Donc, si on regarde vraiment la définition du régime politique chez Platon, chez Aristote, on est plutôt dans une oligarchie que dans une démocratie. C'est le premier point. Alors, comment est-ce qu'on va empêcher cette oligarchie de se radicaliser? Parce qu'actuellement, on est dans un mouvement où non seulement on vit sous le gouvernement des riches, mais les riches ont décidé de partir en guerre contre les pauvres. Et ils sont en train d'aggraver la situation énormément, au niveau écologique, mais aussi au niveau des inégalités sociales. Ça va de plus en plus mal. L'air est même irrespirable ces dernières semaines à cause des feux de forêt qui, on le sait, sont accélérés par les changements climatiques, etc. Donc, on a besoin d'un projet politique. Et Janet Beer, qui était la conjointe de Murray Bookchin, qui a écrit une biographie de Bookchin qui s'appelle « Écologie ou catastrophe », puis un très bon livre sur le municipalisme libertaire, elle dit « Le mérite de Bookchin, c'est d'avoir une pensée de ce serait quoi les institutions, hein, j'insiste sur le mot « institution », ce serait quoi de nouvelles institutions qui permettraient de stopper les ravages du système dans lequel on est aujourd'hui. » Autrement dit, l'oligarchie, elle a pris le contrôle des institutions. Elle contrôle non seulement les gouvernements, elle contrôle aussi l'éducation, comme on l'explique là-dedans. Elle contrôle aussi les médias. C'est normal, hein? Les gens qui sont riches, ils veulent continuer à faire de l'argent et pour ça, ils doivent s'assurer d'avoir une mainmise sur les leviers importants de la société. Ce n'est pas un complot, c'est juste logique que si j'étais un millionnaire, moi milliardaire, j'aimerais ça que je continue à faire de l'argent. Puis pour ça, je dois avoir donc des leviers institutionnels à ma disposition. Donc, la réponse au contrôle des institutions par l'oligarchie, ce n'est pas, je dirais, de tout briser en morceaux, comme on l'a déjà, on va tout casser, on va mettre le feu. Non. Il faut penser, ce serait quoi, des contre-institutions. Donc, ça veut dire qu'il faut que la gauche, ou en tout cas, il faut que les gens qui veulent résister, là, doivent penser, ce serait quoi, des nouvelles institutions qui pourraient remplacer les mauvaises institutions qu'on a aujourd'hui. Donc, j'appelle ça un projet de transformation institutionnelle. Et ça veut dire transformer les institutions politiques, transformer aussi l'organisation de l'économie, transformer aussi l'éducation, etc., etc., etc. On va y venir un petit peu tantôt. Bon, malheureusement, ces questions-là ne sont pas très populaires ces temps-ci. Il y a toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas maintenant, mais que je pourrais expliquer tantôt lors de la période de questions, si vous voulez, qui font en sorte que les grands projets politiques aujourd'hui sont un peu disparus. Hein? On est dans les années qu'on appelle postmoderne, et ça veut dire ça que les grandes idéologies du passé, hein, justement le socialisme, le communisme, l'anarchisme, même l'indépendance du Québec, hein, tout ce qui était des grands projets collectifs, c'est plus très à la mode. Aujourd'hui, la plupart des luttes sont pensées à partir de l'individu, des droits de l'individu, okay, ou des minorités. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, c'est juste qu'il manque quelque chose. C'est-à-dire que ça prend un projet politique global et on n'en a pas présentement. Donc, Bookchin a le mérite de nous ramener sur ce terrain-là d'un projet politique collectif. Comment est-ce qu'on pourrait se réunir autour d'un programme politique et une façon de s'organiser. Ça aussi, c'est un autre mot très important. Charles Gagnon, qui était à l'époque dans le groupe En lutte, il disait « Je ne sais pas faire de la politique sans organisation ». Donc, on ne peut pas juste se contenter de protester, de faire des manifestations, d'écrire des textes dans les journaux. Tout ça est excellent, mais il faut une organisation, il faut un programme. Donc, voilà ce que Bookchin nous apporte. Et ce programme-là, ça ne peut pas être un programme anti-institutionnel, ça doit être un programme qui propose ce que Bookchin appelle des contre-institutions. Okay? Alors, qui était-il? C'est quelqu'un qui est né en 1921 aux États-Unis. Sa grand-mère était russe, elle s'appelait Zaitel Kalouskaya, et elle était elle-même influencée par les mouvements populistes en Russie au début du 20e siècle. Ce qui fait que quand elle est arrivée à New York, aux États-Unis, elle avait déjà dans la tête une certaine conception de c'était quoi la liberté. Alors, eux, ce qu'ils défendaient là-bas, c'était l'idée que les Russes devraient partir des communes agricoles rurales, qu'on appelle en russe obshchina. Donc, au lieu d'avoir une société capitaliste en Russie, on aurait pu partir de sortes de fermes collectives et bâtir une société basée sur l'autonomie des villages ruraux ou des communes agricoles. C'est ça le projet de ces gens-là. Donc, quand elle est venue aux États-Unis, sa grand-mère, elle avait encore ça dans la tête, elle va le transmettre à Murray Bookchin. Donc, vous verrez que ce que je vais vous raconter tantôt sur le municipalisme, ça ne sort pas de nulle part. C'est passé notamment par cet héritage de la grand-mère. Okay? Alors, lui, quand il est jeune, à partir de l'âge de 9 ans, je pense, c'est assez jeune, 9 ans, il va commencer à militer pour les partis communistes
de sa région, des mouvements trotskistes. Il va vendre le journal communiste pour gagner de l'argent parce qu'il a besoin de se nourrir, sa famille est assez pauvre. Donc, il vend le journal du Parti communiste et il va devenir un militant marxiste là, très engagé. Et il va travailler aussi dans des usines, dans des fonderies. Il va devenir syndicaliste donc, dans ce métier-là de fonderie et aussi syndicaliste dans l'automobile. Donc, c'est quelqu'un qui a exercé quand même le travail en usine puis qui sait que c'est difficile le travail d'usine. Et après ça, à un moment donné, il va y avoir un virage, notamment à cause de ce qui se passe là, en 1936 en Espagne. Il y a la guerre d'Espagne, donc l'influence de la pensée anarchiste va atteindre Murray Bookchin. Et à partir de ce moment-là, il va plutôt virer vers une pensée plus proche de l'anarchisme. Ceci dit, vers la fin de sa vie, même ça, il va le remettre en question. Et il va plutôt choisir de se définir comme communaliste. Alors, on verra tantôt ce que ça veut dire. Mais donc, à partir des années 60-70, c'est un des premiers qui va essayer de combiner la réflexion sur le capitalisme, les dégâts du capitalisme, la pauvreté, les inégalités sociales, etc., avec une réflexion sur l'écologie. C'est vraiment un pionnier de la pensée écologiste, avant même le livre Silent Spring de Rachel Carson. Souvent aux États-Unis, on va dire que c'est le livre de Rachel Carson sur les pesticides qui tuent les oiseaux, Silent Spring, soi-disant que c'est le premier livre écolo aux États-Unis. C'est pas vrai. Bookchin était même avant Rachel Carson. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus connu que ça, si c'était un des premiers à en parler? Moi, mon hypothèse, c'est parce qu'il est très radical et qu'à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'on n'en parle pas. En tout cas, c'est mon hypothèse. Je ne suis pas certain, mais ce qui est sûr, c'est que c'est étonnant à quel point il n'est pas très connu, alors que sa pensée est une des théories écologiques les plus solides que nous ayons, selon beaucoup de militants et militantes. Donc, né en 1921, décédé le 30 juillet 2006, quelqu'un qui venait souvent à Montréal, qui avait beaucoup de liens avec la maison d'édition Éco-Société. D'ailleurs, dans ce livre-là, il y a une préface de Marcel Sévigny, qui est aussi impliqué dans Éco-Société. Puis il était ami avec Dimitri Rossopoulos de la maison Black Rose Books. Donc, on a quand même des liens avec Bookchin à Montréal qui sont peut-être plus profonds que l'Europe ou ailleurs, parce que Vermont, c'est à côté, donc il venait souvent ici. Sa théorie s'appelle la théorie de l'écologie sociale. Il y a d'autres parties de cette théorie, notamment une philosophie de la théorie de l'évolution dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, qui s'appelle le naturalisme dialectique. Si vous voulez, on pourrait en parler à la période de questions. Donc, une réflexion sur la théorie de l'évolution de Darwin, notamment. Mais je vais laisser de côté cet aspect plus qui concerne la biologie, ce genre de choses-là, pour me concentrer vraiment sur la question du municipalisme libertaire et la théorie de l'écologie sociale. Et on pourrait dire que le municipalisme libertaire que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est la façon de traduire la théorie de l'écologie sociale dans un projet politique. Donc, ce projet politique, c'est le municipalisme. Alors, c'est quoi la théorie de l'écologie sociale? Ça, c'est l'introduction, là, on commence pour de vrai. La théorie de l'écologie sociale, c'est la question de savoir pourquoi ça va mal au niveau écologique. Alors, évidemment, ça va mal au niveau écologique parce qu'on est en train de tuer les abeilles, on tue les grenouilles, il y a plein de problèmes au niveau des écosystèmes. Mais quelle est la cause? Et la spécificité de Bookchin, c'est de nous dire que la cause, c'est une cause sociale. La raison pour laquelle on domine la nature, en la traitant comme une inférieure et en la détruisant, c'est parce que dans la société, nous avons une culture qui accepte la hiérarchie, qui accepte la domination entre les humains. Ce qui a causé par la suite une domination hiérarchique, une destruction de la nature. Donc, c'est d'abord parce qu'on a une culture de la domination sociale qu'il y a domination et destruction écologique. Bon, premier point. Donc, le problème, c'est la hiérarchie. Deuxième point, elle n'a pas toujours été là, cette hiérarchie. Si on remonte dans les communautés, excusez-moi l'expression, primitives, dans les sociétés tribales qu'il y avait il y a très longtemps, la plupart d'entre elles, selon les anthropologues, étaient des sociétés assez égalitaires. On pourrait penser aux sociétés autochtones, par exemple, des sociétés qui étaient très égalitaires, dans certains cas même des sociétés matrilinéaires, où c'était les femmes qui occupaient une place centrale dans la vie du village, etc. Donc, on n'était pas du tout dans des sociétés patriarcales, hiérarchiques comme aujourd'hui. C'est des sociétés qui pratiquaient, nous dit Bookchin, plusieurs principes. Donc, l'égalité, ce qu'il appelle le minimum irréductible. On s'assurait que personne dans la tribu ne manque du nécessaire. Ce que nous, on appellerait aujourd'hui le seuil de pauvreté ou le seuil de Witting, ou je ne sais pas comment on appelle ça, le revenu viable, le salaire viable. Alors, à l'époque, personne crèverait de faim. On s'assurerait qu'il n'y a personne qui manque du nécessaire. Puis si quelqu'un lui manque quelque chose, on va tout simplement lui donner. Donc, il n'y a personne qui mourrait de faim dans ces sociétés-là, contrairement à aujourd'hui, où on accepte que des gens crèvent de faim sans problème. Des nations entières,
Troisième point, complémentarité des différences. Justement, il n'y avait pas de hiérarchie entre les rôles sexuels. Alors, il pouvait y avoir des différences entre les rôles sexuels, mais ça ne voulait pas dire qu'il y avait une domination entre les sexes, ce qui va apparaître un peu plus tard. Et finalement, le principe de l'usufruit. Il n'y a pas de propriété privée. Hein? C'est absurde pour un autochtone de dire « je suis propriétaire de ce terrain ». De quoi tu parles? Hein? Ça ne fait pas de sens. Donc, l'usufruit, ça veut dire j'utilise comme ce micro présentement, je l'utilise, j'en ai l'usage, mais je n'en suis pas propriétaire. Et plus tard, quelqu'un d'autre pourra s'en servir sans problème, parce qu'il n'y a pas besoin d'être propriétaire d'un micro ou de cette chaise sur laquelle vous êtes assis pour que ça fonctionne. Donc, l'usage n'implique pas la propriété. C'est société sans propriété. Puis sans État, d'ailleurs, aussi. Société, c'est chez Pierre Clastre, etc. Bon. Et à un moment donné, la hiérarchie va finir par apparaître dans ces sociétés, pour toutes sortes de raisons. Alors, pour aller très vite, première forme de hiérarchie, selon Bookchin, la gérontocratie. Les plus âgés du village, les anciens, les anciennes, vont finir par avoir un ascendant sur les plus jeunes, sous prétexte qu'ils ont davantage de sagesse et d'expérience. Et éventuellement, ça va créer une asymétrie, les vieux en haut, les jeunes en bas. Mais ça, c'est pas si grave, parce qu'en général, ça fonctionne quand même. C'est sûr que ça enlève du pouvoir aux jeunes, mais ça fonctionnait grosso modo pas si mal, nous dit Bookchin. Par contre, deuxième apparition, celle du patriarcat, ça c'est un peu plus grave, parce qu'à partir de là, c'est seulement les hommes, généralement les plus âgés, qui vont monopoliser le pouvoir en écartant les femmes et en instaurant donc une domination patriarcale qui existe encore aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, les classes sociales vont apparaître. Donc, une classe sociale, c'est quoi? C'est la domination économique. Les riches, les pauvres. Les gens qui naissent pauvres et meurent pauvres, des gens qui naissent riches et meurent riches. Comme dit Platon, il n'y a pas une société, il y a deux sociétés dans la même société. La société des riches contre la société des pauvres. Et les riches mangent du pauvre, hein, comme disait Pierre Falardeau. Donc, les classes sociales. Et finalement, bon, le racisme, le colonialisme aussi, hein, donc l'intériorisation de certaines catégories ethniques de personnes, soit à l'intérieur de la société ou à l'extérieur, quand on va dominer d'autres peuples à l'extérieur, quand on va attaquer d'autres sociétés, par exemple. Bon. Par la suite, donc, d'autres tournants historiques importants, l'apparition des communautés urbaines. Évidemment, ces gens-là vivaient dans des régions rurales, puis éventuellement, il y a des villes qui vont apparaître dans l'histoire. Ce qui n'est pas nécessairement négatif. La ville, c'est une figure ambivalente. Hein. Ça peut être porteur de quelque chose de bon, mais ça peut aussi être mauvais. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, mais les autres tournants m'intéressent davantage. Dernier tournant, deux qui sont apparus presque en même temps. L'État, au sens de l'État moderne, avec les racines qu'il a au Moyen Âge, hein, sous la forme de la monarchie. Donc l'État, et ensuite le capitalisme. Et d'ailleurs, les deux vont s'entraider. Hein. C'est-à-dire que sans l'État, il n'y a pas de capitalisme. Puis l'État, il a besoin du capitalisme aussi. Donc, c'est une sorte d'association entre les deux qui va faire en sorte que l'État centralisateur, qui va centraliser tout le pouvoir dans une capitale, donc dans notre cas, c'est Ottawa, ça pourrait être Paris, ça pourrait être Madrid, peu importe, et l'État va garantir les conditions d'accumulation du capitalisme, qui est un système qui, lui, est basé sur l'exploitation des classes travailleuses, puis la destruction de la nature. Mais, c'est un point important, cette tendance-là à concentrer le pouvoir politique et économique dans l'État et dans le capitalisme, il y a toujours eu en face une tendance adverse. Cette tendance-là, on peut l'appeler la tendance à l'autogouvernement communal. Qu'est-ce que c'est une commune? Ça veut simplement dire une municipalité, une ville. En France, c'est courant de parler du maire de la commune pour désigner le maire de la ville. Ici, on n'utilise pas tellement ce terme-là. Quoique la rue de la commune à Montréal, ça vient des terres communes qui étaient une commune agricole. Tout le monde pouvait faire paître ses bêtes dans la commune. En tout cas, ça pour dire que l'autogouvernement communal, ça veut juste dire, un autre synonyme, ce serait l'autogestion municipale. C'est-à-dire que dans l'histoire, contre la force qui essayait de centraliser le pouvoir au sommet de la pyramide, dans l'État et dans le capitalisme, dans les entreprises, il y a une force adverse qui dit on veut décentraliser le pouvoir. On veut que les villes puissent être autosuffisantes le plus possible. On veut s'administrer nous-mêmes dans notre village, dans notre quartier, dans notre municipalité. C'est ça que j'appelle autogouvernement communal. Ces gens-là ont perdu historiquement. Il y a eu des luttes comme ça, par exemple, en Italie, au Moyen Âge, à la Renaissance, des municipalités italiennes qui se battaient contre l'État central. On a ça en Espagne aussi, chez les comuneros. On trouve l'exemple de ce genre de démocratie municipale en Nouvelle-Angleterre, dans les town hall meetings de Massachusetts. On les trouve aussi dans la Révolution française, dans les sections parisiennes. Lors de la Révolution française, c'est des gens qui étaient comme des clubs politiques qui revendiquaient une démocratie de quartier dans la ville de Paris. Donc, des gens décentralisateurs qui s'opposaient à la pensée centralisatrice
Et malheureusement, ils ont perdu, mais l'idée, je dirais, continue à vivre par en dessous que ce serait possible un monde beaucoup plus décentralisé au niveau politique dans le futur. Donc, malheureusement, c'est le mouvement de la centralisation du pouvoir qui a gagné de deux façons. Le capitalisme a gagné en centralisant la propriété. Comment ils ont fait ça? C'est le mouvement de ce qu'on appelle les enclosures. Les enclosures, ça commence au 12-13e siècle. Vous avez des champs qui sont des champs collectifs où les gens amènent leurs animaux pour manger, pour paître. Et éventuellement, on va mettre des clôtures autour de ces champs. On va les enclore, ça s'appelle les enclosures. On va mettre des clôtures autour des champs. Et maintenant, c'est private property. C'est propriété privée. On va exproprier les fermiers, puis on va dire maintenant c'est une terre qui va servir à élever des moutons. Et ces moutons-là vont servir à produire de la laine, et cette laine va servir à produire du textile qui va être traité dans des premiers moulins textiles qui vont devenir donc les premières industries. Et là, vous avez la naissance, disons, de la racine du capitalisme. Vous voyez comment ça se construit par une accumulation primitive, par l'expropriation, parfois par la force d'une propriété qui était collective, où les villageois avaient accès à une terre commune. Donc, on va exproprier les gens, on va centraliser la propriété pour ensuite capter la richesse par en haut pour le profit des capitalistes. Donc, c'est un système qui siphonne la richesse par en haut en expropriant le bien public. Okay? Donc, ça, c'est le système qui va gagner à partir du 12-13e siècle, mais bien sûr, ça va se consolider surtout lors de la révolution industrielle, donc au 19e siècle. Pour vous donner une idée, là, quand Karl Marx commence à écrire sur le capitalisme naissant, on est à peu près en 1842-44. Proudhon, c'est 1840. Donc, l'industrialisation est à peu près à cette époque-là. Et l'État, bien, comment il va construire son pouvoir, l'État? C'est en détruisant tous les petits micro-pouvoirs régionaux qui essayent de lui résister. S'il y a une municipalité, mettons, en France, dans un raccoin de la France, qui dit « Nous autres, on ne veut rien savoir de Paris », bien, on va l'écraser, puis on va la ramener dans le giron du gouvernement central. On va écraser tous les petits seigneurs locaux, tous les pouvoirs, les micro-pouvoirs, les micro-résistances locales, on va les briser pour leur imposer le système par en haut, où c'est le roi de France qui contrôle tout, puis éventuellement, le roi de France, il va être remplacé par un président, mais c'est quand même la même logique. Hein? C'est un système où tout est décidé par le centre. Alors évidemment, si vous vivez en périphérie, comme on dit au Québec en région, terme que j'aime pas beaucoup, mais bon, si vous vivez en région, bien, vous allez être abandonné souvent par le centre, qui n'a aucune idée de comment ça se passe chez vous, et qui va vous laisser en blanc. Hein, on pense à la Gaspésie, par exemple. Bon, OK. Ça pour dire que donc, double centralisation politique, économique. Et on pourrait dire que ça n'a pas tellement changé depuis ce temps-là. On est encore dans des sociétés qui sont fondées sur la centralisation étatique, la centralisation capitaliste. Le patriarcat est encore là également. Bref, les hiérarchies que j'ai racontées sont encore présentes. Et ça s'est même aggravé avec ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation, qui fait en sorte que même le pouvoir qui était centralisé dans l'État, par exemple d'Ottawa, a été siphonné encore plus haut par la Banque mondiale, l'OMC, les entreprises multinationales, ainsi de suite. Donc, on a encore moins de pouvoir qu'avant parce que ça a été siphonné au niveau supranational. Ceci dit, la bonne nouvelle, parce que là, je vous déprime un peu avec cette histoire de la domination, c'est que Bookchin nous dit aussi que à chaque époque, il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours une force contraire qui résiste contre cette centralisation-là. Et on en trouve à toutes les époques. N'importe quelle époque que vous regardez, n'importe quel pays que vous regardez, vous allez trouver quelqu'un quelque part qui dit non et qui défend l'inverse. La décentralisation, puis une perspective généralement anticapitaliste, égalitaire, etc. Donc, un pôle qui défend la justice, l'égalité. Alors, j'ai donné des exemples tantôt, j'ai parlé des communeros espagnols, j'ai parlé des sections parisiennes lors de la Révolution française. On pourrait penser aussi lors de la Révolution anglaise de 1640-1650, ce qu'il y avait à l'époque, les mouvements des levelers et des diggers. C'était des fermiers, des gens de pré-anarchistes. Ils ne s'appelaient pas anarchistes, évidemment, mais ils étaient des gens de fermiers communistes. Ce qu'ils voulaient, c'était donc cultiver la terre en commun, de manière égalitaire, égalité entre les hommes et les femmes, éliminer les propriétaires. Vous voyez, ces idées-là ne sont pas apparues avec Karl Marx. Les idées socialistes, les idées anarchistes qui deviennent à la mode au 19e siècle, elles ont des racines qu'on peut même faire remonter jusque dans le christianisme, très, très loin en arrière. Je veux dire. Et au fond, à toutes les époques, donc, il y a quelqu'un quelque part qui refuse la hiérarchie et qui propose une société plus horizontale. Et heureusement, il y en a encore aujourd'hui aussi, comme les soulèvements de la terre dont on parlait tantôt en France, ou comme au Québec, je ne sais pas moi, 2012, où il y a toujours des élans, même s'ils se font battre, ces gens-là, temporairement, c'est pas grave. C'est toujours ce pôle-là qui revient, de dire on dit non à la hiérarchie et on veut autre chose.
Donc, on pourrait défendre un projet politique fondé sur l'autogouvernement communal. Et c'est ce projet-là, donc, qu'on va retrouver lors de l'Empire romain au Moyen Âge, et particulièrement au 19e siècle, sous 3 formes, ce qu'on a appelé les socialistes utopiques, donc des penseurs comme Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. C'est des socialistes avant Marx, Pierre Leroux, même chose. Ensuite, évidemment, ce qu'on appelait le socialisme ou le communisme, donc Karl Marx, etc. Après ça, Lénine, Trotsky avec tous leurs problèmes. Et aussi la pensée anarchiste. Et particulièrement chez les anarchistes, je dirais, on va trouver ce projet d'autogouvernement communal. Par exemple, chez Kropotkin, chez Bakounine, et évidemment chez Bookchin, dont je vous parle aujourd'hui. Alors, Bookchin va dire que le modèle qui a été le plus populaire, à partir justement de 1844, mettons, il va y avoir un affrontement entre les marxistes et les anarchistes. Alors, les marxistes, eux, ce qu'ils défendent à l'époque, c'est l'idée qu'il faut faire la révolution, comment? Par la dictature du prolétariat. Okay? C'est quoi la dictature du prolétariat? On fait la révolution, on s'empare du gouvernement. Ce sont les marxistes qui contrôlent l'État pendant une certaine période temporaire, puis éventuellement, ça va disparaître, puis on va tomber dans une société libérée, ça va être fantastique. Et évidemment, ce que répondaient les anarchistes comme Bakounine, vous dites que votre dictature des prolétaires, elle va être temporaire, mais nous, on a l'impression qu'elle va durer pour toujours. Que si vous instaurez une dictature du Parti communiste, ben, elle va coller là, puis on va être pris avec pour 150 000 ans. Et évidemment, ils avaient raison, les anarchistes, de dire ça. Parce que c'est ce qui est arrivé dans tous les pays socialistes réellement existants, c'est que finalement, la dictature temporaire du Parti communiste s'est transformée en dictature permanente du Parti communiste, hein, comme c'est le cas en Chine encore aujourd'hui. Bref, vous voyez bien le problème. De toute façon, la théorie de Marx prévoyait aussi que les ouvriers allaient faire la révolution. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. La plupart des ouvriers aujourd'hui ne veulent pas faire la révolution. La plupart d'entre eux ont été intégrés par la société de consommation. Ce qu'ils veulent principalement, c'est travailler et consommer, puis sont souvent dépolitisés. Marx avait prophétisé que les ouvriers allaient se révolter. J'allais au centre d'achat tantôt en montant pour dîner, puis il y avait plein de monde qui avait l'air très content d'être là. Donc, visiblement, il n'y avait pas de révolution prolétaire là, à l'horizon. Donc, pour dire qu'il y a eu un échec, selon Bookchin, de la théorie marxiste, d'une part parce qu'elle a créé des régimes très centralisateurs, mais d'autre part parce que la révolution annoncée de la classe ouvrière ne s'est pas produite. Puis dans les endroits où elle s'est produite, elle a mal viré. Tout ça pour dire que Bookchin, bien que ce soit un ancien marxiste, considère que le marxisme a échoué. Okay? Bon, qu'est-ce qui est arrivé après? Au 20e siècle, il y a eu l'émergence de ce qu'on a appelé la New Left, la nouvelle gauche. Okay? Le marxisme s'étant effondré, dans les années 60-70, il y a eu comme un autre mouvement qui est apparu, aux États-Unis notamment, mais pas juste aux États-Unis, là, partout, en France, aussi en Allemagne. Donc, c'est quoi la nouvelle gauche? Bien, on peut penser donc la guerre du Vietnam, les hippies, le mouvement antinucléaire, les communes, on part à campagne, retour à la terre, on fonde une commune, Harmonium, on écoute Harmonium. Vous voyez le genre de truc? C'est l'ère dans laquelle le féminisme va devenir très à la mode. L'écologie aussi, on va se mettre à parler de ça. Donc, on parle souvent des nouveaux mouvements sociaux. Le mouvement antinucléaire aussi va être important à cette période-là. Donc, c'est comme si soudainement, il y a une explosion. Le logiciel marxiste a été tellement hégémonique pendant longtemps, tellement dominant pendant longtemps, qu'à un moment donné, quand il va sauter, ça va libérer toutes sortes de nouveaux mouvements sociaux dont on n'entendait pas parler avant. Droit des homosexuels aussi, par exemple. J'en oublie tellement qu'il y en a. Ça va faire... ça va exploser. C'est une bonne nouvelle, parce que là, la nouvelle gauche va devenir attentive à toutes sortes de nouvelles questions dont on parlait très peu chez les marxistes. Les marxistes, quand on leur disait il faut parler de féminisme, oui, mais on fera ça après la Révolution. On verra plus tard. Okay? Donc, à un moment donné, les gens se sont tannés puis ont décidé d'en parler tout de suite. Donc, la nouvelle gauche est importante parce que elle se trouve plus proche des anarchistes là-dessus. Elle va se méfier de la centralisation, elle va se méfier de l'État, elle va se méfier du pouvoir. Elle va plutôt penser une démocratie très horizontale, très locale. Et l'organisation, je dirais, qui dirige ça aux États-Unis, c'est la SDS, Students for Democratic Society. C'est l'association étudiante des étudiants américains. C'est eux qui organisent les manifs contre la guerre du Vietnam au Pentagone, etc. Les grosses photos qu'on voit même dans Forrest Gump, il y a des manifs. Bon, vous voyez le genre de truc. Donc, la SDS va être très, très importante pendant un certain temps. Et on a l'impression que ces gens-là vont réussir à changer la société parce que la révolution, pour eux, c'est comme si elle s'en venait demain matin. Ils ont l'impression qu'ils vont réussir.
Et même un certain nombre d'entre eux qui vont virer dans le terrorisme. Si vous voyez le documentaire The Weather Underground, vous allez voir plusieurs étudiants qui vont abandonner leur famille, abandonner leurs emplois pour se lancer dans la clandestinité révolutionnaire. Ils vont mettre des bombes aux États-Unis, ça va échouer, ils vont aller en prison. Ils ont vraiment l'impression qu'ils sont en train de faire la révolution. C'est un échec, mais il s'est passé quand même à l'intérieur de ce laboratoire des choses intéressantes sur le plan de la décentralisation, puis justement l'idée des communes, qui venaient donc du 19e siècle et même avant, de l'autogouvernement communal, bien, ça va se traduire chez les hippies par l'idée de la commune aussi. Donc, vous voyez, ce mouvement-là intéresse beaucoup Bookchin parce qu'il y a des bonnes intuitions. Décentralisation, écologie, féminisme, pluralité, horizontalité, critique de la hiérarchie. Évidemment, il va échouer, mais on peut quand même retenir certains bons aspects. Bon, malheureusement, ils vont finir par être incapables de développer un projet politique cohérent. Ils vont tomber dans ce qui est très populaire aujourd'hui aussi, malheureusement, l'idée d'opposer un problème à un autre. Non, c'est ça le problème. Non, c'est ci, non, c'est ça. Donc, ça va finir par une guerre à l'intérieur. Souvent, c'était des gens qui étaient hostiles à la théorie. On n'a pas besoin de lire des livres, il faut y aller au feeling. Donc, on ne lisait pas de théorie. Ils étaient contre l'organisation parce qu'ils se disaient, bien, si on s'organise trop, ça va devenir hiérarchique, donc c'est pas bon les organisations. Donc, il faut rester spontanéiste. Résultat, à cause de ça, ils sont mal organisés. Un de leurs gros problèmes, ça a été aussi qu'ils n'ont pas réussi à parler aux Américains moyens. Même leurs propres parents. Souvent, les parents voyaient les enfants arriver avec les cheveux longs, hippies, ils regardaient, puis on ne se retrouve pas dans nos propres enfants. Même le style vestimentaire, c'est quoi ça? Les pouilleux. Donc, il y avait vraiment cette espèce de décalage entre les deux générations. Ils n'ont pas réussi à faire la jonction entre les deux. Et donc, c'est un mouvement qui est resté très, très étudiant, très jeune, et qui n'a pas réussi à déborder dans les classes populaires. Donc, ça a plafonné d'une certaine manière. Et après ça, de toute façon, les marxistes sont revenus en force et ils ont liquidé le mouvement de l'intérieur, des marxistes maoïstes, un peu comme ceux qu'on avait au Québec à l'époque des ML. Donc, marxistes maoïstes très dogmatiques. J'espère heurter personne, mais bon, c'est quand même ce qui s'est passé. Tout ça pour dire que la nouvelle gauche s'est effondrée. Et Bookchin se dit, bon, bien, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une nouvelle gauche. Il faudrait que quelqu'un, quelque part, revienne avec un projet politique cohérent qui garde le meilleur de tout ce qu'on vient de résumer là, notamment donc décentralisation, communalisme, écologie, féminisme. Alors moi, je vais résumer ça, dit Bookchin, dans une théorie. Je vais appeler ça la théorie de l'écologie sociale. Je vais leur faire un projet politique qui s'appelle le municipalisme libertaire. Je vais leur donner, en espérant que quelqu'un, quelque part, fasse le travail de l'incarner dans le réel. Alors, ça ne peut plus simplement être, à l'époque, les ouvriers d'usine comme Marx le pensait. La question, c'est qui va faire le travail de réaliser ce projet dans la réalité. Et quel est ce projet? Le municipalisme libertaire. Ça commence en 1972. Bookchin arrive avec cette idée-là en 1972. Notamment parce qu'il est très impatient face au mouvement écologiste qui trouve qu'il s'en va dans toutes sortes de directions qui manquent de coordination. Bookchin est très, très virulent dans ses livres à l'égard de d'autres composantes du mouvement écologiste qui trouvent qu'ils sont dans le champ. Par exemple, la Deep Ecology qui dit « Si on enlève les êtres humains, la planète Terre va être correcte. Sauvons Gaïa, éliminons l'être humain. » Mais non, Bookchin, ça ne marche pas, ça. C'est pas un projet politique, ça, détruire l'être humain. Ou d'autres personnes qui pensent, très à la mode aujourd'hui chez certaines écoféministes, il faut revenir à la sorcellerie, à la magie, aux cristaux, à la spiritualité, au New Age. Bookchin dit non, ça ne marchera pas. On ne sera pas sauvé par la sorcellerie. Il nous faut un projet politique rationnel, cohérent, organisé. Donc, il ne se fera pas juste des amis, évidemment, avec des critiques aussi radicales, mais son but, c'est de dire au mouvement écolo, il faut qu'on s'organise. Puis moi, je vais vous donner, proposer, plus imposer que proposer. Bookchin était assez rentre dedans, là. Un projet politique qui devrait fédérer le mouvement écolo autour d'un objectif commun, au lieu de se perdre dans 12 000 directions. Alors, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de démocratiser la République. Au fond, dans les sociétés dans lesquelles on est aujourd'hui, on a créé des républiques. On voit qu'au Québec, c'est compliqué parce que nous, on est une république inachevée. Le Québec n'ayant jamais été un pays souverain, on se trouve avec une difficulté supplémentaire qu'on n'a même pas encore de république. Mais mettons que je fais ma conférence en France, je dirais la France est une république, c'est-à-dire qu'elle n'est plus une monarchie. C'est déjà un progrès. On a aboli le roi, quoique encore ici, un autre problème, pas tout à fait réglé encore. Mais disons, dans la plupart des pays du monde, la monarchie a été mise de côté. Ce sont des républiques où il y a un président, un parlement,
soi-disant démocratique, avec les limites que j'ai expliquées tantôt. Sauf que, évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'approfondissement de la démocratie qui règne à l'intérieur de ces républiques. Donc, l'idée, c'est de partir des acquis des siècles passés pour les approfondir et les réaliser vraiment. Liberté, égalité, fraternité, c'est beau sur papier, mais en réalité, ça n'existe pas dans le réel. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment réaliser ce programme politique? Et ce serait quoi les institutions qui pourraient permettre de réaliser vraiment une vraie république démocratique? Janet Bill, qui est donc la conjointe de Bookchin, va dire « La question n'est pas de savoir si une société doit avoir des institutions, mais lesquelles elle doit avoir. Ça prend des institutions. Si celles qu'on a s'avèrent qu'elles ne sont pas démocratiques, ce que je pense, bon, bien, la question, c'est lesquelles on peut proposer. Alors, ça va impliquer un peu de créativité, bien sûr, et ça va impliquer aussi, premier point important, d'être critique à l'égard de l'État-nation. Souvent, l'État est vu comme quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui va pouvoir régler la crise écologique, avec tout le respect que j'ai pour, mettons, Greta Thunberg, qui dit « Messieurs les politiciens, faites quelque chose, listen to the science ». Ben, ça fait 50 ans qu'on leur dit de listen to the science, puis ils font rien. Puis pas juste ici, là, à l'échelle internationale. Il y a une inaction climatique des États. Alors, Bookchin dit, bien, arrêtez d'attendre que l'État-nation vous sauve. Il ne le fera pas, pour la simple raison que l'État est d'abord au service du capital. Donc, l'État est au service des grandes entreprises. Donc, il va falloir penser à des institutions qui ne seront pas l'État. Des contre-institutions qui vont même s'attaquer à l'État pour lui gruger du pouvoir. Bon, ensuite, ça doit être quelque chose de local. Donc, selon lui, ça doit partir de l'échelon local. Et ce sont les citoyens et citoyennes au niveau local qui vont devoir créer ces institutions et même créer une nouvelle constitution, selon lui, qui serait une constitution communaliste. Ça doit être adapté au lieu où est-ce qu'on se trouve, à la tradition culturelle dans laquelle on est et à notre situation particulière, contrairement à l'État-nation qui, lui, applique une politique à l'échelle d'un territoire. C'est la même politique across the board, qu'on soit en Gaspésie, la SAC, le cafouillage de la SAC, c'est à l'échelle du Québec au grand complet, parce que l'État, lui, agit comme ça. À l'opposé, si on parle du local, on peut faire des choses qui sont taillées sur mesure pour les besoins locaux, ce qui n'empêche pas du tout, par ailleurs, de travailler de concert sur des questions qui sont régionales, par exemple. Okay? Bon, évidemment, il y a un danger. Si on travaille au niveau local, on peut tomber dans ce qu'on pourrait appeler le repli sur soi. En anglais, Bookchin appelle ça parochialism. Ce serait même paroissialisme. C'est drôle de dire ça dans une église. Le paroissialisme, ça veut dire quoi? Bien, c'est justement Val-David se crée une démocratie à Val-David puis dit « abat les autres ». On se débarrasse du Québec. Nous, on va faire notre petit cocon ici puis on va s'enfermer sur nous-mêmes. Et évidemment, ce n'est pas ça que Bookchin propose. On l'accuse souvent de ça. « Ah, vous êtes un localiste, vous voulez vous enfermer dans le local. » Non, on veut partir du local pour réemboîter les choses comme des poupées russes, au local, au régional, au national, à l'international, mais en partant d'en bas, comme on dit en bon français, bottom-up, et non pas top-down. Donc, on veut du par en bas et non pas du par en haut. Ce qui veut dire, comment on va éviter ce repli sur soi? Bien, le communalisme, c'est-à-dire donc la démocratie ou l'autogestion municipale, va être complémenté par ce qu'on appelle le confédéralisme. Une confédération, une association de municipalités qui vont se réseauter entre elles pour régler des problèmes qui impliquent plus que juste une municipalité. Un bel exemple, ce serait la question de l'eau. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont adopté des règlements sur la protection de l'eau tout le long du Saint-Laurent, quand il y avait des projets de pétrole ou de pipeline, je ne me souviens plus, là, ça avait commencé par une ville, puis après ça, toutes les autres ont emboîté le pas. Bon, bien, on a un exemple, c'est de municipalités qui travaillent ensemble pour des projets qui ont une ampleur régionale. Donc, vous voyez que par la Confédération, on est capable de relier ensemble des démocraties municipales locales dans cette confédération qui remplace l'État, en fait. Mais le point important, c'est que la Confédération, bien qu'elle ait le pouvoir de sanctionner certaines municipalités, disons, déviantes, là, la Confédération est d'abord contrôlée par les démocraties municipales. C'est ça le point important. Donc, on aurait une société qui fonctionnerait comme une confédération de communes qui serait ensuite, donc, fédérée. C'est une société très décentralisée. Le mot-clé chez Bookchin, c'est la décentralisation du pouvoir au niveau municipal. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut participer aux décisions? C'est le fait d'habiter quelque part. Simplement, moi, j'habite à Val-David, donc ça veut dire que j'ai le droit de participer à l'Assemblée des citoyens de Val-David, alors que moi, comme j'habite à Saint-Angèle-de-Mont-Noir, dans mon cas, bien, je pourrais aller à l'Assemblée des citoyens
de Saint-Angèle-de-Beauvoir, éventuellement à celle de la Montérégie. Mais je ne pourrais pas venir voter à l'Assemblée de Val-David pour vous imposer des choses alors que je n'habite pas ici. C'est un peu illogique. Donc, le fait d'habiter à un endroit, c'est ce qui donne titre à participer à ce qu'on appelle la gestion locale des affaires publiques. Alors ça implique donc une assemblée populaire dans le village ou dans les quartiers des grandes villes, où les questions politiques, mais les questions aussi économiques vont être traitées. Donc ça, c'est un point important. Ça ne concerne pas juste l'autogestion politique, ça concerne aussi l'autogestion économique. Qu'est-ce qu'on va produire? Comment on va le produire? Quel type d'agriculture on va pratiquer ici, dans les champs qui sont autour du village? Est-ce qu'on va viser justement de la culture maraîchère pour s'alimenter nous-mêmes ou de la culture d'exportation? Ce genre de choses-là. Hein? Donc, l'autogestion, historiquement, c'était les employés d'une usine ou d'un magasin ou d'un café, d'un restaurant, peu importe, vont se gérer par eux-mêmes. Hein? Donc, quand j'étais à l'université, par exemple, il y avait un café autogéré. Bon, bien, les gens qui servaient du café, il n'y avait pas de patron, c'est eux-mêmes qui s'auto-administraient. On appelle ça d'autogestion. Pas de patron, un ouvrier, un vote, un employé, un vote. La différence avec Bookchin, c'est que ce n'est pas juste les employés qui votent, c'est tous les citoyens de la municipalité qui votent. Hein? C'est pas la même chose. Donc, mettons qu'il y a une usine nous autres, à Rougemont, on a une usine de jus de pomme. Hein? Ça s'appelle La Sonde. Ils font vous connaissez les jus La Sonde. Bon, mais mettons que Rougemont s'approprie l'usine de La Sonde, bien, ils décident combien de jus qu'ils vont produire, puis quel type, puis pourquoi faire avec. Bon, bien, ils vont décider ça à l'Assemblée des citoyens de Rougemont. Ouais? Ce ne sera plus une propriété privée, ça va être la municipalisation de l'économie. Bon, évidemment, comme je disais tantôt, ces idées-là ne sont pas nouvelles. Ça remonte très, très loin. Hein? Bookchin fait remonter ça même jusqu'à la Grèce ancienne. Si vous regardez la démocratie, lorsqu'elle est apparue, c'est chez les Athéniens, dans l'Antiquité, à peu près au 5e-6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'idée, c'était les citoyens arrivent dans l'Assemblée, ils discutent, puis ils votent. Ce n'est pas une démocratie représentative, c'est une démocratie directe. La différence, c'est quoi? Démocratie représentative, on vote une fois aux 4 ans pour un député, puis après ça, on ne le revoit plus. Il s'en va, puis il décide ce qu'il veut, puis il suit la ligne de parti de son parti, qui souvent est une mauvaise ligne parce que c'est des partis néolibéraux, capitalistes. Alors que la démocratie directe, bien, chaque personne ici a un vote, on discute, on débat, très important, on délibère, puis par la suite, lorsqu'on vote, bien, c'est nous-mêmes qu'on prend la décision. On est décisionnel. Bon, évidemment, la démocratie grecque n'était pas parfaite. Elle excluait les femmes, elle excluait les esclaves, elle excluait les étrangers. Donc, évidemment, aujourd'hui, on ne fera pas ça. Mais l'idée quand même de la démocratie directe athénienne, où il n'y avait pas de parti politique, très important aussi. Parce que les partis politiques, c'est quoi? C'est une mesure oligarchique. Hein? C'est un club de gens qui s'accaparent le pouvoir en tant que club. Hein? Puis évidemment, ces clubs-là sont souvent, sauf exception, là, je ne parle pas de Québec solidaire ou du Parti vert ou des petits partis souvent microscopiques, mais les gros partis dominants ici, aux États-Unis, partout, c'est souvent des prolongements du pouvoir capitaliste. Donc, les partis politiques sont nuisibles parce qu'ils ont une capacité de noyauter le pouvoir dans des systèmes comme le nôtre, qu'on appelle des systèmes bipartistes. Au fond, ici, là, il peut y avoir 2 partis politiques pesants. Les autres ont à peine de place, parce que le mode de scrutin, notamment, puis les institutions favorisent ce genre de bipartisme. Même chose aux États-Unis. Démocrates, républicains, assez similaires. Il y en a un qui est juste plus crackpot que l'autre, mais somme toute, il n'y a pas de grosse différence sur le plan de la politique étrangère ou de la politique économique d'un ou de l'autre. Puis un 3e parti politique qui voudrait émerger aux États-Unis, pas une chance. Hein, Ralph Nader avait essayé, no luck. Donc, la structure est faite pour concentrer le pouvoir, puis les partis politiques font partie du problème. Et les politiciens sont des manipulateurs de pouvoir professionnels qui s'entraînent pendant très longtemps pour, dans les médias notamment, avoir une image séduisante, manipuler les gens, les influencer, au fond, leur dire quoi faire. C'est ça leur profession. Bookchin les appelle des manipulateurs de pouvoir professionnels. Évidemment, ils ne vous diront pas ça, ils ne vont pas dire « j'ai envie de te manipuler, ça fait 5 ans que je m'entraîne pour te manipuler ». Mais c'est ce qu'ils font, c'est de la rhétorique. Donc ici, à la place, on a des citoyens et des citoyennes qui participent à une assemblée, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de politicien professionnel, il n'y a pas de chef, puis tout le monde est jugé à peu près compétent pour prendre la décision, parce que si on lui explique, on prend le temps de lui expliquer, même si c'est un enjeu compliqué, bien, à peu près n'importe quelle personne est capable de comprendre si on prend le temps de bien l'éduquer sur cet enjeu-là. Donc, on a une théorie ici que tout le monde a une compétence à gouverner. Hein? Ça ne prend pas la tête à Papineau, comme on dit. Si on m'explique bien les choses, même si j'ai jamais construit un aréna, si on me donne 4-5 modèles d'aréna, on me dit combien ça va coûter, puis c'est quoi les dangers d'un puis de l'autre, je pense que j'ai assez de jugeote pour choisir qu'est-ce qui est bon pour mon village sans être architecte d'aréna professionnel. Oui?
Ça n'empêche pas de consulter des experts qui peuvent nous aider, mais le pouvoir décisionnel doit revenir aux citoyens. De toute façon, le système des partis et le système du Parlement, c'est une machine à normaliser. N'importe quel parti politique suit toujours la même trajectoire. Au début, on est idéaliste, on est jovial, on se dit on va changer le monde. On rentre dans le système électoral, on met un doigt dedans, puis 5 ans, 10 ans plus tard, à peu près tous nos idéaux ont été mangés par l'appareil, on se met une cravate, puis on devient comme les autres. C'est ce qui arrive à peu près invariablement. C'est ce qui est arrivé au Vert en Allemagne, c'est ce qui arrive à tous les partis de gauche dans l'histoire qui se sont risqués sur le jeu du parlementarisme. Hein? On pensait changer le monde, puis c'est le monde qui nous a changé, comme disait Sylvain Lelièvre. Une belle chanson, ça. Qu'est-ce qu'on a fait de nos rêves de Sylvain Lelièvre? Ouais. Bon, c'est ça. Donc, au fond, les partis politiques risquent de se normaliser. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des partis politiques, somme toute, du pareil au même, ou qui tendent à le devenir, et de l'autre côté, des citoyens, des citoyennes qu'on réduit à des consommateurs de services, à des contribuables, à des payeurs de taxes. Moi, je veux des services, je veux payer le moins cher possible, puis le reste, je ne veux rien savoir. Donc, des gens qui sont désengagés, pour ne pas dire même exclus de la prise de décision, par un système qui est très content, d'ailleurs, que les gens ne soient pas là. Hein, comme disait George Bush, il disait ça en anglais, je vais vous le traduire, les choses seraient beaucoup plus faciles si les États-Unis étaient une dictature et c'est moi qui la renais. Il avait déjà dit ça. Donc, Bernard Landry avait déjà dit quelque chose de semblable. Hein? Même si vous ne votez pas, le système peut très bien fonctionner tout seul. L'idéal de la société capitaliste, c'est que les gens ne se mêlent pas de politique. Oh, vous pouvez toujours écrire un texte si vous n'êtes pas content, ça ne dérange personne. Mais si vous essayez de toucher aux deux choses importantes, l'État et le capital, c'est-à-dire vous reprenez vraiment du pouvoir ou vous bloquez le capital, là, vous allez avoir des gros problèmes. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose dans le réel qui entrave, disons, le mode de reproduction, le mode de production ou les institutions dominantes. Donc, l'objectif, c'est que l'autogestion communale remplace un pouvoir professionnel, celui des politiciens, par un pouvoir populaire, qui est un pouvoir de non-professionnels, de non-spécialistes. Monsieur, madame, tout le monde. Et un des bénéfices de cela, ce serait de prendre des décisions plus écologiques, parce que le système actuel est fondé sur une forme de gigantisme. Quand on parle de gigantisme, pensons à des grandes villes comme New York, même Montréal. C'est plus achetable, on ne peut plus vivre là, les logements, on n'est plus capable, c'est trop cher, trop gros, trop pollué, c'est trop tout, trop centralisé, trop bon. Donc, le système est fondé sur des grosses entreprises aussi qui contrôlent tout, la distribution. Bon. C'est un système gigantesque, alors que nous, on veut un système fondé sur la proximité. Small is beautiful. Donc, si on pouvait, au niveau local, décider de qu'est-ce qu'on va produire, je ne pense pas qu'on ferait venir des affaires des quatre coins du monde si on a le choix de les produire ici. Il y a une histoire très drôle. À un moment donné, je pense en France, il y a un camion qui s'en venait d'Espagne avec des tomates, qui a foncé dans un camion qui s'en venait de l'Italie avec des tomates. Et les deux apportaient des tomates dans le pays, chacun de l'autre, ils sont foncés dedans, puis les tomates se sont répandues sur l'autoroute. Les gens se sont aperçus que, mais pourquoi est-ce qu'on envoie nos tomates, puis lui nous envoie ses tomates, on pourrait juste garder nos tomates. Okay? Donc, ça pour dire qu'on pourrait prendre des décisions au niveau local qui seraient dans l'intérêt de l'écologie. Donc, ce serait plus démocratique, ce serait plus écologique. Ça permettrait de penser la souveraineté alimentaire, ça permettrait de viser une forme d'autarcie ou d'autosuffisance. Et de toute façon, les gens qui sont dans un village, ils ont une meilleure connaissance du milieu que des bureaucrates qui sont à 500 km. C'est évident. Ils savent qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi les problèmes ici, c'est quoi le territoire, etc. Ça pourrait être aussi une manière d'organiser des services publics plus efficaces, hein, si on sait donc qu'on a besoin de tel type de services publics que dans notre région, il n'y en a pas. Souvent, l'État abandonne les gens. On pense aux urgences, par exemple. Là, il y a des urgences qui ferment actuellement parce qu'il n'y a pas de médecins en région. Bon, bien, à ce moment-là, pourquoi pas s'organiser une coopérative médicale pour la région qui pourvoit aux besoins. Bon. Donc, les services publics, au lieu d'être privatisés, d'ailleurs, l'État, non seulement actuellement, il centralise, il abandonne, mais aussi il privatise. Donc là, à un moment donné, on pourrait s'organiser des services publics communaux qui seraient soumis au contrôle de la communauté. Ce qui veut dire qu'on doit retrouver une conception de la politique qui est beaucoup plus large que ce qu'on avait auparavant. Bookchin distingue ce qu'il appelle le statecraft de la politique. Bon, c'est quoi, excusez-moi l'anglicisme, ça n'a pas d'équivalent en français. Statecraft, ça veut dire administrer l'État. Quand quelqu'un nous dit « je me lance en politique, je vais faire de la politique », tout de suite, l'image qu'on a, c'est quoi? Il va mettre sa face sur une pancarte. Il va se présenter pour devenir député à Québec ou Ottawa. C'est ça, la politique. C'est mettre les deux mains sur le gouvernail de l'État. C'est du statecraft. L'administration étatique, si vous voulez. Mais la politique, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a de la politique partout. Il y a de la politique à Val-David,
au local, il y a de la politique régionale, il y a de la politique aussi dans l'espace privé, comme le disent les féministes historiquement. Hein, le privé est politique. Donc, la politique, il y en a partout. Il faudrait arrêter de penser qu'il y en a seulement dans le lieu centralisé de l'État. Donc, justement, quittons le statecraft et retrouvons un sens de la politique qui est le vrai sens qui vient de polis en grec, qui veut dire la cité. Donc, politique qui part de la cité, soit le quartier, soit la municipalité. Alors, on part d'un village, on part d'une ville dans ses frontières naturelles ou historiques. Aristote disait, la communauté idéale, elle doit pouvoir être embrassée d'un seul coup d'œil. Pourquoi embrasser d'un seul coup d'œil? Si c'est trop gros, on ne connaît pas les gens. Quand on marche à Montréal, les gens nous disent pas bonjour. Hein, j'ai un ami à Tikamek qui m'a dit, je suis allé une fois à Montréal, les gens ne m'ont pas dit bonjour, j'aime pas ça. Je suis reparti après 1 heure. Il m'a dit, j'aime pas ça. OK, je comprends. Donc, l'idée qu'on peut s'embrasser la communauté d'un seul coup d'œil, c'est qu'on connaît ses habitants, on sait, OK, lui, c'est le boulanger, OK, lui, il travaille là, bon, elle fait ça. On se connaît. Donc, à ce moment-là, on peut interagir en face à face. Et ça, c'est très important. Il faut que ça parte du tissu d'une communauté concrète et que ça se fasse en face à face. Bookchin, déjà dans les années 70, disait, si ça commence à se faire à distance, au téléphone, ça ne marche pas. Alors, imaginez quand les écrans ont commencé à apparaître, déjà, il disait très, très tôt, les années 80-90, Bookchin disait l'informatique, là, pas bon ça. Débat politique, ça ne peut pas se faire par informatique. Il faut que ça se fasse comme là, en face à face, dans une assemblée locale, comme aujourd'hui. L'école, ça ne peut pas se faire à distance non plus, si on pourra en reparler, mais c'est ça, ça prend du face à face, ça prend du sensible. Alors, ça prend un lieu aussi où se rassembler. Alors, vous en avez un ici, tant mieux. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Il faut créer un centre communautaire. À Saint-Camille, c'est le petit bonheur, hein? Où ils font de la pizza le vendredi. Bon. Ça prend un lieu de rassemblement où les gens peuvent débattre des problèmes de la localité. Donc, une assemblée populaire qui pourrait être une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas, dépendamment des gens, mais régulière. Alors, de quoi on va discuter dans ces assemblées? Aménagement du territoire, production, approvisionnement, nourriture, énergie, résolution de conflits, résolution des problèmes, discussion sur l'actualité, feu de forêt, j'imagine. Bon, ce genre de choses va être discuté dans l'Assemblée. Les sujets doivent être annoncés à l'avance, hein, pour que les gens ne soient pas surpris. À l'Assemblée, vendredi, on va parler de, justement, la nouvelle aréna qu'on va construire. Soyez pas surpris. Donc, les gens sont avertis, et si le sujet les intéresse, ils peuvent se présenter, débattre, puis ensuite voter. Par la suite, on va déléguer ce qu'on appelle des mandataires. Un mandataire, ce n'est pas un représentant. Un représentant, c'est quelqu'un qu'une fois qu'il est élu, comme j'ai dit tantôt, il se pousse, puis on ne le voit plus. Puis après ça, il fait sa tête. Un mandataire, c'est bon. On va voter que Grégoire, on le trosse, là, il va aller à Québec, puis il va leur dire que ce qu'on veut, c'est une nouvelle aréna. Puis là, s'il revient avec autre chose que ça, on ne sera pas content, parce que c'est son mandat impératif qu'on va lui confier. Ça vient notamment de la Commune de Paris, hein, l'idée qu'on donne des mandats, mais aussi que les élus sont révocables, ce qu'on n'a pas ici. Si un élu fait une mauvaise job, on ne peut pas le révoquer. C'est un problème, ça. Alors, les élus devraient être révocables et des mandataires. Bookchin s'oppose à la question du consensus. Les décisions vont être prises à majorité. On ne pourra jamais être tous d'accord. L'important, c'est qu'il y ait une majorité qui soit d'accord dans le village, puis on procède. Si on vise un consensus, comme Occupy Wall Street, Occupy New York, ça ne marchera pas. Ça, c'est trop. Il faut que ce soit décidé, selon lui, à majorité, pour en discuter. Ça prend un nouveau type d'éducation. Évidemment, aujourd'hui, l'éducation ne prépare pas les gens à ça. Si on ouvre une assemblée de Val-David demain matin, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui vont venir, pour la raison que les gens sont socialisés à se tenir loin de la politique. Bien, évidemment, si, depuis que j'ai 4 ans, je vais à l'assemblée du village avec mes parents, puis je vois des débats politiques, puis je vois l'influence que ça a, puis qu'à l'école, on m'explique ça aussi, bien, ça va être une autre paire de manches. C'est une éducation civique, parce que les Grecs appelaient la paideia, la formation d'esprit, qui va préparer des citoyens et citoyennes actifs. Donc, ça prend une nouvelle éducation. Je ne discute pas trop de ça, mais je viens d'écrire un livre au complet sur pourquoi l'éducation va mal aujourd'hui. On pourra en parler à la période de questions, si vous voulez. On aura besoin, bien sûr, de plus de temps. Il va falloir que dans les décisions qui vont être prises dans la communauté, puis là, ça rejoint la question de la décroissance, il va falloir qu'on travaille moins. Si on travaille moins, on aura plus de temps. Si on a plus de temps, on pourra se préparer pour les débats, puis y participer, hein, pour lire les documents, pour discuter avec mon voisin, savoir ce qu'il y a. Ça prend du temps. Hein? Comme disait Oscar Wilde, le problème du socialisme, c'est que ça vous bouffe beaucoup de soirées. The problem with socialism, it takes up too many evenings. Ben oui. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, oui, mais ça va être long, ça. Ça va prendre du temps. Ben oui. Ben, c'est soit ça, ou on fait comme présentement, on laisse 4 personnes en haut décider, hein, c'est-à-dire M. Legault, M. Charles Sirois, milliardaire, compagnie Pangea, qui achète toutes les terres du Québec.
Ça va très bien pour les copains qui... Vous voyez? Ça ne prend pas de temps. Ils sont 3 puis ils s'appellent. Pas dur, ça. Mais évidemment, si on veut que ça soit vraiment démocratique, ben oui, ça va prendre du temps, puis ce n'est pas grave. No rush. Évidemment, il faudrait que ces assemblées-là soient agréables. Aujourd'hui, il y a de la tisane, il faut que ce soit le fun. Si c'est lourd et désagréable, ben les gens ne viendront pas. Donc, il faut que ce soit agréable. Bon, une fois qu'on a une commune de Val-David, puis on en a une autre à Valmorin, puis on en a une autre à Sainte-Agathe-des-Monts, puis ainsi de suite, on va les regrouper dans une commune de communes, une république de communes, c'est-à-dire donc la fameuse confédération dont je parlais tantôt. Puis éventuellement, on va les regrouper au niveau international. C'est une forme d'internationalisme. Au lieu d'avoir des nations qui sont en compétition les unes contre les autres, on aura une confédération internationale de toutes les municipalités du monde qui vont se partager leurs recettes pour régler la crise climatique. Hey, nous autres, on a trouvé ça ici à Barcelone, on fait ça. Intéressant, camarades. Nous aussi, on va s'en inspirer. Au lieu de se battre contre vous pour essayer de vous damer le pion dans le néolibéralisme international. Donc, vous voyez qu'à terme, la Confédération, ce qu'elle va faire, elle va commencer à gruger des pouvoirs de l'État central jusqu'au jour où, dit Bookchin, elle pourra carrément le remplacer. C'est ça le but. Alors, si jamais une municipalité décide d'employer des produits toxiques dans un de ses champs, par exemple, à ce moment-là, la Confédération pourrait leur interdire. Parce que si la majorité des municipalités dans la Confédération ne sont pas d'accord, bien, la pollution générée par ça, ça va les impacter aussi. Donc, vous voyez que la Confédération aurait quand même un pouvoir de sanction à l'égard d'une municipalité qui déciderait, par exemple, de polluer l'écosystème. Bon, évidemment, ça ne se fera pas d'un coup non plus. Ce n'est pas un truc spontané. Ça va prendre très longtemps avant que se mette en place, selon Bookchin, le modèle municipaliste, libertaire ou communaliste. Et ça va exiger de l'organisation, comme je disais tantôt. Ça va prendre un programme, ça va prendre une organisation, puis il va falloir que partout en même temps, il y ait une forme d'auto-organisation au Québec, dans toutes les localités. On ne fera pas le municipalisme dans un seul village. Il faut que ce soit partout en même temps. Et toutes les énergies qu'on met actuellement à poser des pancartes électorales, bien, il va falloir en divertir une bonne partie. Ça ne veut pas dire de ne plus participer aux élections, puis de ne plus défendre le Québec solidaire. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. C'est important qu'il y ait des gens dans la boîte là-bas pour brasser un peu M. Legault et compagnie. Mais si on met toutes nos énergies dans l'électoralisme, on va rester pris là-dedans. Il va falloir qu'il y ait de l'énergie qui soit mise dans ça. Un des problèmes de la nouvelle gauche, comme je le disais tantôt aux États-Unis, des années 60-70, c'est qu'ils étaient hostiles à l'organisation. Puis il n'y avait pas de théorie. Donc là, on a une théorie, on a un programme, il manque juste l'organisation. Donc ça ne se fera pas par magie, hein, autrement dit. Il s'agit de créer un nouveau cadre institutionnel visant la décentralisation et l'autogestion par la communauté. Bon. Mettons que vous avez compris c'est quoi le projet. Décentraliser le pouvoir dans des assemblées populaires locales. Ça va? OK. Mais évidemment, ce n'est pas très précis de savoir par où qu'on commence. Donc là, les gens veulent toujours savoir mais par où qu'on commence. Bon, c'est maintenant que ça se passe. Premièrement, Bookchin dit ce serait une bonne idée de créer des associations de quartiers ou de villages si c'est trop petit, mais dépendamment. Là, mettons ici, on pourrait créer une association pour Val-David, ou si vous jugez que c'est trop gros, ben vous en faites 2, 3, c'est pas grave. C'est des study groups, des groupes de lecture, des groupes d'études. À ce moment-là, donc, les gens se mettent à lire des livres, donc non seulement des livres de Bookchin, mais des livres en général sur la société, la philosophie, plein de choses pour comprendre le monde dans lequel on est, sur l'écologie aussi. Puis après ça, ben, on apprend à se connaître, on apprend à débattre, et on se rencontre, et on crée une base à partir de laquelle agir. D'ailleurs, si vous avez vu le film « Pour nous, chez nous », je ne sais pas s'il y en a qui ont vu « Pour nous, chez nous », sinon vous pouvez voir sur Télé-Québec gratuitement un film très intéressant documentaire sur la réappropriation du pouvoir au niveau économique par les régions. Et on voit d'ailleurs au Nouveau-Brunswick un monsieur qui raconte qu'il y a eu beaucoup de coopératives au Nouveau-Brunswick dans les années 70 qui ont commencé. Puis pour créer les coopératives, ils ont d'abord créé des groupes de lecture, des groupes d'études. C'est comme ça que les gens, les coopérants, se sont rencontrés au début, autour des textes. Puis après, ils sont passés à l'action. C'est exactement le modèle de Bookchin. Donc, on se rencontre dans un groupe d'études, on forme sa conscience, on se rencontre, et par la suite, on met en place le programme. Bon, deuxième étape, établir justement c'est quoi le programme. C'est-à-dire par quelle étape on va passer pour établir une assemblée populaire, mettons, de Val-David. C'est quoi notre programme politique? Bon, il faut passer par là, il faut faire ça, OK. Voici notre roadmap. Ensuite, troisième point, l'expliquer aux autres, l'expliquer à notre entourage, l'expliquer au reste de la communauté. C'est un peu l'éducation populaire de Paulo Freire. Le but, c'est que les gens embarquent dans le mouvement. Et évidemment, ça doit partir d'enjeux qui sont importants. S'il y a une fonderie comme la fonderie Horn, ce serait justement une bonne affaire auquel s'accrocher pour dire, c'est un exemple de problème qu'on a, les gens vont s'identifier.
Alors évidemment, cette association va commencer à publier des textes, des publications, faire des conférences, un bulletin communautaire, toujours en défendant une seule idée, au fond, là, c'est la démocratie directe, puis les assemblées citoyennes. Démocratie directe, assemblée citoyenne. Démocratie directe, assemblée citoyenne. Pour tous nos problèmes, c'est ça la solution. Rencontres en face à face, donc pas des rencontres qui passent par les médias, la télévision, l'informatique. Bien sûr, on a l'impression que ça rejoint plus de gens. Ah, on est passé à la télévision, on a rejoint beaucoup de monde. Mais c'est faux. On rejoint les gens dans une région, comme disait Michel Freitag, qui est superficielle. On ne les rejoint pas dans la profondeur de ce qu'ils sont. Puis, de toute façon, à la télé, tout défile très vite, puis on passe d'une chose à l'autre. Donc, ce n'est pas une adhésion réelle. Donc, en face à face. Puis une fois qu'on a une masse critique de gens, le but, c'est d'essayer d'avoir une reconnaissance, un poids public, un poids politique. On peut commencer à participer à des actions de blocage contre les projets néfastes, comme la fonderie ou le dépotoir, peu importe, toujours en défendant la démocratie directe. Puis on va commencer à créer des coopératives, des associations, toutes sortes d'affaires, dans le but, au fond, de créer un tissu municipaliste. Bon, point sur lequel Bookchin a été souvent contesté, il dit qu'on doit participer aux élections municipales. C'est surprenant pour un anarchiste. D'habitude, les anarchistes sont contre les élections. Mais ici, on a un anarchiste qui nous dit qu'il faut participer aux élections municipales pour deux raisons. La première, pour se faire connaître. Notre discours va être entendu durant la campagne électorale, puis on va montrer les limites de la campagne électorale. Puis, si on finit par gagner, on va utiliser notre pouvoir de maire ou de conseil municipal pour y renoncer. Puis on va redonner ce pouvoir-là à l'Assemblée des citoyens et citoyennes de Val-David. Évidemment, il a été critiqué pour ça, parce que plusieurs anarchistes trouvaient que c'était trahir la pensée anarchiste. Bon. Au début, c'est une transition qui est pacifique. Alors, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait une confrontation avec l'État, et Bookchin dit à ce moment-là que, bien sûr, l'Assemblée municipale devrait trouver une façon de résister, d'autodéfense par rapport à la violence que l'État risque d'envoyer par la répression policière, et etc. Marcel Sévigny, qui a écrit la préface dans le livre de Beale, dit, ça c'est un autre des aspects de la pensée de Bookchin qui passe mieux aux États-Unis qu'au Québec. Aux États-Unis, il y a plus une culture des milices, des armes à feu, de ce genre de choses, alors qu'au Québec, on est plus dans une culture non violente, pacifiste. Donc là, peut-être qu'ici, cet aspect-là, ce serait plus difficile qu'aux États-Unis à mettre en place. Bookchin parle de milices communales, milices villageoises. Je ne pense pas qu'ici, ce soit nécessairement facile d'en arriver là, mais je vous l'explique quand même qu'il y a un aspect là, dans sa pensée de quand même que si l'État attaque la commune, elle doit pouvoir se défendre. Un peu comme la commune de Paris et la garde nationale. Un autre des problèmes, c'est est-ce qu'on a le temps? Ça va prendre beaucoup de temps à mettre ça en place et avec l'urgence climatique, je ne suis pas certain qu'on ait le temps d'y arriver. Mais bon. Alors, Bookchin lui-même a essayé de mettre ça en place au Vermont. Il a fondé l'Institut d'écologie sociale, qui était une ferme expérimentale à l'université. Il y a 200 étudiants par année qui venaient étudier donc l'écologie sociale, expérimenter des panneaux solaires, des écosystèmes autocontenus, des éoliennes, toutes sortes d'affaires. C'était parmi les premiers aux États-Unis à utiliser l'énergie solaire, d'ailleurs, à l'ISE, au Vermont. Et ils ont fondé un groupe qui s'appelait les Burlington Greens à Burlington, dont le but était de prendre le pouvoir à Burlington. Ils ont échoué. D'ailleurs, c'est Bernie Sanders qui les a trahis. Je pourrais vous raconter l'histoire plus tard si vous voulez. Et ils ont fondé aussi un truc qui s'appelait le Green Network. Le but, c'était une parti vert à l'échelle des États-Unis. Mais malheureusement, l'électoralisme a gagné et finalement, le Parti vert a trahi aussi. Donc, Bookchin lui-même n'a pas été tellement successful dans la mise en place du projet. Par contre, si vous jetez un regard sur ce qui se passe chez les Kurdes, dans le Rojava, il y a actuellement, depuis quelques années, une révolution écologiste, féministe, où des femmes, des bataillons de femmes guerrières mettent en place une révolution communaliste inspirée par les idées de Bookchin et par la pensée de Abdullah Öcalan, qui est ancien président du Parti communiste kurde. Je ne vous en parle pas trop, j'ai plus le temps, mais vous pourrez me poser des questions sur le Rojava. Je ne sais pas si je pourrais répondre parce que je le connais seulement partiellement, mais c'est un exemple actuel d'endroits où ces idées-là sont utilisées. Puis de toute façon, elles sont utilisées aussi dans plein de vagues au municipal. Il y en a eu une récemment au Québec d'écologistes qui se présentaient au municipal. Plusieurs d'entre eux se réfèrent à Bookchin. Il y a Jonathan Folco qui a écrit un livre là-dessus aussi, À nous la ville. Bon. Souvent, le problème de ces vagues municipales-là, c'est qu'elles restent assez timides. On va présenter des écolos aux élections, puis c'est tout. Non. Vous voyez que ce que j'explique depuis tantôt va beaucoup plus loin. Donc, souvent, on oublie que ça doit aller jusqu'à la démocratie directe. Donc, souvent, le municipalisme est un peu un municipalisme réformiste.
alors qu'il faut penser à un municipalisme au sens radical de la chose. Bon, une autre difficulté que je l'évoquais tantôt, c'est que la gauche actuelle n'est pas beaucoup dans les projets collectifs, plutôt dans la défense des individus ou des minorités, ce que j'appelle le virage libéral ou individualiste de la gauche. Donc, renouer avec l'idée d'un projet politique collectif global. Bookchin lui-même constatait ça aux États-Unis, que les anarchistes étaient rendus individualistes. Il pensait qu'être anarchiste, c'est avoir des cheveux bleus, des Doc Martens. C'est pas juste une façon de s'habiller, c'est un projet politique collectif. Pour bien marquer la rupture avec cette gauche individualiste, narcissique, qui fait des selfies, Bookchin a décidé de s'appeler communaliste. Il a rejeté le mot anarchiste. Alors, à la fin de sa vie, notamment dans le livre Next Revolution, qui a été traduit en français récemment d'ailleurs, il dit « Je rejette maintenant le terme anarchiste, je préfère dire communaliste. Ça a le mérite d'être clair, c'est associé à mon projet municipaliste. » Donc, on pourrait débattre. Est-ce qu'au fond, il n'est pas resté un anarchiste? Bien sûr que oui, à mon avis. Mais il voulait vraiment se démarquer des individualistes qui se regardaient le nombril. Pour lui, être anarchiste, c'est être en faveur d'un projet politique collectif. Ce n'est pas une affaire individuelle. Je passe vite là, parce qu'il me reste peu de temps. Donc, c'est pour ça que municipaliste libertaire, même dans le titre de la conférence, après j'ai regretté, parce qu'il aurait fallu dire communaliste. Mais bon, c'est pas grave, maintenant vous le savez pourquoi il a rejeté cette chose-là. Dernière chose que je dirais avant de terminer. Nous, au Québec, ça s'adonne qu'on a eu une pensée qui ressemble à ça, que tout le monde a oublié, là, qui était portée notamment à l'époque de la revue Parti pris. Alors ça, vous avez ça dans mon autre livre qui s'appelle Un pays en commun ici. Revue Parti pris dans les années 60, qui a duré à peu près de 65 à 68, si ma mémoire est bonne. Non, 63 à 68, en tout cas dans ce coin-là. La revue Parti pris défendait trois choses, le socialisme, l'indépendance, la laïcité. Et à l'intérieur de la revue, il y avait Marcel Rioux. Il était aussi dans une autre revue, ça dépend, il se promenait de la revue, celle-là, de la revue Socialiste 64, qu'il avait fondée avec Jacques Dauphney puis Pierre Vadeboncoeur aussi. Deux revues qui sont apparues à peu près en même temps, à 6 mois d'intervalle dans les années 60. Et Marcel Rioux et aussi Gabriel Gagnon défendaient un socialisme qui était fondé sur l'autogestion. Il s'inspirait notamment de Cornelius Castoriadis, qui est un penseur français. Alors l'idée, c'était quoi? On va réaliser d'abord l'indépendance du Québec, donc c'était les indépendantistes, qui défendaient la culture, qui défendaient la langue. Mais leur projet d'indépendance, ce n'était pas un projet de centraliser le pouvoir à Québec, comme c'est le cas classiquement au PQ. Leur idée, c'était de décentraliser le pouvoir dans les villages du Québec. C'est pour ça qu'ils parlaient de socialisme autogestionnaire, fondé sur l'autogestion de toute la société, pas juste de l'économie. Et d'ailleurs, Marcel Rioux avait fait des études sur différents villages du Québec. Donc, il était allé en Gaspésie, dans des villages, à Bellense, à Sainte-Barbe, pas Sainte-Barbe, L'Anse-à-la-Barbe. Il a écrit des textes sur plein de villages où il regardait déjà c'est quoi les pratiques d'autogestion qu'il y a déjà dans les villages du Québec, puis à partir desquels on pourrait construire. L'idée, ce n'était pas de taper sa tête du monde avec une théorie importée de l'extérieur. C'était de regarder qu'est-ce qui se passait déjà comme démocratie locale, puis de bâtir là-dessus. Donc, on a eu ici quand même ce genre de vision-là. Vous avez chez Fernand Dumont aussi l'idée de bâtir un socialisme d'ici qui partirait des coopératives qu'on a déjà dans plusieurs secteurs. Bon, puis le film Pour nous, chez nous, c'est un petit peu une réflexion là-dessus aussi. Donc, c'est important de partir, lorsqu'on prend n'importe quelle théorie, c'est une théorie qui est développée aux États-Unis, on ne peut pas la plaquer, comme dit Fernand Dumont, on ne peut pas prendre les habits des autres et les enfiler. Dumont disait, il ne suffit pas de parler du Québec, il faut parler à partir de lui. Donc, il faut partir de ce qu'on est déjà, puis se demander jusqu'où la pensée de Bookchin peut-elle nous aider. Nous, ça fait longtemps ici qu'il y a des gens qui rêvent d'une république égalitaire. Ça remonte même aux patriotes. Si vous lisez la proclamation Nelson à l'époque, il y a déjà indépendance du Bas-Canada, égalité des droits avec les Autochtones, séparation de l'Église et de l'État. Il y avait déjà plein de points chez les patriotes qui allaient dans le bon sens d'une république démocratique. Ça fait longtemps qu'on veut ça ici. Puis c'est ce que la couronne anglaise, à l'époque, d'ailleurs, a refusé aux patriotes. Vous pouvez garder votre langue, garder votre religion, vous gardez tout, mais vous n'aurez jamais la République. L'idée d'une République démocratique, ça fait longtemps qu'on en rêve. Puis Paul Rose, il disait dans sa thèse de doctorat que la Révolution, elle commencerait en Gaspésie. Bon. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut adapter les idées de Bookchin au contexte de notre propre culture. Ça ne veut pas dire que c'est le seul projet qui doit nous inspirer non plus. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a là-dedans. Mais ça permet quand même de dire que
Ce qu'on avait dans les anciennes communautés primitives dont j'ai parlé tantôt, l'égalité, le fait qu'il n'y a personne qui manque du nécessaire, la critique de la propriété. La société du futur, elle doit reprendre ces idées-là, évidemment sous une autre forme. On ne va pas retourner à des communautés là, primitives, mais ces principes-là d'égalité, d'usufruit, comment est-ce qu'on peut les faire revivre sous une forme 2.0, j'ai envie de dire, dans une société éco-démocratique? Et si on réussit à faire ça, on aura donc réconcilié la liberté, la société avec la nature. J'ai commencé ma conférence en vous disant que la domination sur la nature, selon Bookchin, vient du fait qu'on accepte la hiérarchie dans la société. Mais si on élimine les structures hiérarchiques problématiques, illégitimes dans la société, on va pouvoir se réconcilier entre nous, on va se réconcilier aussi avec la nature au lieu de la dominer. Donc on aurait une réconciliation de la liberté avec l'écologie. C'est d'ailleurs le titre de son grand livre, Ecology of Freedom, une écologie de la liberté, qui est en train d'être traduit en français. Puis je parlais ce matin avec un de mes amis, dernier mot, je disais, ça nous prendrait une république communaliste ou municipaliste. Il m'a dit, mais personne ne va comprendre ce que tu racontes. Tu devrais dire, ce que tu veux, c'est la souveraineté décentralisation. Tu vois ça intelligent comme formule, c'est Francis Boucher qui m'a dit ça. Souveraineté décentralisation. On ne peut pas rester dans le Canada colonial, c'est évident. C'est un appareil qui a été construit pour écraser et la souveraineté des Autochtones et celle des Québécois et Québécoises. C'est un dispositif hyper centralisateur, le Canada. Mais si on sort de là, est-ce que c'est simplement pour ramener le pouvoir à Québec entre les mains de quelques bureaucrates? Bien sûr que non. Il faut que le pouvoir soit décentralisé dans les villages. Voilà ce que Bookchin peut nous enseigner. Merci beaucoup.